Bonjour, bienvenue dans ce webinaire CGAP consacré à WinPay plus RH. Encore une fois, c'est le troisième épisode de notre série de webinaires. Nous avons le plaisir d'accueillir beaucoup de monde. C'est très important pour nous. On a passé du temps à préparer, donc le fait d'avoir une audience fournie nous fait extrêmement plaisir, comme pour les deux précédents. Donc, je pense que voilà, au fur et à mesure, quelques retardataires vont arriver. Le thème d'aujourd'hui, c'est donc la reprise manuelle des données permettant la mise en production et l'activation des dossiers, de la gestion du contractuel et du vacataire. Donc, petit rappel, trois webinaires. Le 27 mai dernier, nous avions parlé de la préparation de la mise en production de la gestion administrative. La dernière fois, nous étions sur l'activation de dossiers titulaires, toujours dans ce contexte de reprise de données manuelles. Et donc aujourd'hui, activation, dossiers contractuels et vacataires, tout ceci dans un cadre qui est celui du déploiement de WinPay plus RH auprès des premiers clients, première vague de clients qui ciblent une mise en production à partir de mi-2021. On en parle juste après. Et donc aujourd'hui, nous aurons une présentation toujours assurée par Christophe Laurier, que je remercie au passage, et avec toute une séquence de questions-réponses. On vous avait promis au précédent webinaire que vos questions qui n'auraient pas trouvé réponse pendant le webinaire, que vous avez posé en utilisant le canal de chat, puisque vu le nombre de personnes qui sont obligées de couper les micros, toutes ces questions trouveraient des réponses. Donc, on a travaillé, les réponses sont là, on va vous les exposer et on complétera. Je vous invite aujourd'hui aussi à poser des questions. On complétera tout ça pour pouvoir mettre en ligne. C'est important, ça nous a été demandé. Est-ce qu'on pourra revoir? Est-ce qu'on aura les vidéos? Alors, les vidéos sont extrêmement lourdes parce que vous voyez, il y a des slides, il y a de la démo, il y a plein de choses. Donc, nous les mettrons en ligne sur le site CGAP dès que nous aurons finalisé tout ça et vous en serez prévenus. Vous aurez donc accès aux vidéos de ces trois webinaires. Alors, quelle est l'actualité 2021 de WinPay plus RH? Nous sommes dans une phase où une première vague de clients s'est engagée dans la reprise des données de carrière, qui est le préalable à la mise en production de l'application chez ses clients. Cette phase a été l'occasion, en parallèle, de travailler sur la finalisation de la première version de WinPay plus RH avec un gros travail de fiabilisation au fur et à mesure de l'avancement de la reprise de données. Très concrètement, pour chaque reprise de données de carrière d'un agent, on a été obligé de remonter quelquefois assez loin dans le passé, reconstruire les référentiels qui ont permis les mouvements de carrière à l'époque considérés. Donc, en fait, ce travail qui a été fait avec les premiers clients va bénéficier à l'ensemble de la communauté des clients qui va trouver une base extrêmement complète de référentiels et des mouvements de carrière qui ont été fiabilisés puisque effectués concrètement dans l'application. Tout ça pour un objectif de première mise en production de la gestion administrative chez ses premiers clients en juin. Et ça s'étalera évidemment en fonction des calendriers des clients. Une période dite de double paie, d'observation, qui conduira ces clients à partir de juillet à rentrer en mise en production paie. Premier objectif, on va dire réaliste, à partir de septembre, on ne fera pas de mise en production en plein mois d'août. Ce serait quand même un petit peu risqué. Alors, quelques rappels. Qu'est-ce que WinPay plus RH? C'est un SIRH intégré, gestion administrative et paie, qui a été développé par CGAP pour la fonction publique d'État. Quand on dit SIRH intégré, très concrètement, c'est le fait d'avoir des mouvements de carrière qui déclenchent les mouvements de paie. Et même qu'il n'y ait pas de mouvement de paie ou très peu qui ne soit pas la résultante d'un mouvement de carrière. C'est bien entendu l'objectif d'éliminer les doubles saisies bien connues entre des systèmes de gestion administrative, de gestion de carrière et des outils de gestion de la paie comme WinPay.
On pense tout de suite, évidemment, aux gains de temps associés, pas de double saisie. Moi, j'insiste surtout sur les gains en fiabilité. On constate effectivement auprès de tous nos clients que là où des gestions de carrière ont été faites de façon dissociée de la partie de la gestion de la paie, on trouve des informations qui ne sont pas cohérentes d'un côté et de l'autre. Et une partie du travail, d'ailleurs, des projets de reprise de données avec les clients consiste à concilier ces systèmes et les informations qu'ils contiennent. Un point important est que lorsque nous avons conçu WinPay plus RH, nous l'avons voulu d'abord utile et agréable à utiliser pour les utilisateurs, c'est-à-dire les gestionnaires RH. Et donc, notre premier objectif a été de bâtir une interface utilisateur qui soit la plus ergonomique possible, intuitive, bien entendu compatible sur les différents supports ordinateurs, interface web, mais tablettes, smartphones. Et à ce jour, les retours que nous avons de nos clients et des gestionnaires qui regardent la solution et la prennent en main, sont plutôt très positifs sur la qualité de cette interface et le fait qu'il est agréable de l'utiliser et que c'est assez intuitif. Enfin, et ça n'est pas le moins important, WinPay plus RH a été homologué par la DGFiP le 1er septembre 2020. C'est le permis de conduire dans le domaine de la paie à façon qui a été attribué à notre solution. Un point qu'il apparaît souvent utile de rappeler, c'est que nous sommes pleinement éditeurs de notre solution. Dit autrement, WinPay plus RH ne repose pas sur un socle d'éditeurs tiers, ce qui est le cas d'un certain nombre de solutions du marché. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, comme tous les choix. L'inconvénient, il a fallu qu'on parte d'une feuille blanche. On n'avait pas déjà des choses qui existaient sur lesquelles on aurait pu repartir. L'avantage, c'est qu'en partant d'une feuille blanche, nous avons pu concevoir l'application comme nous avions envie de le faire, sans contrainte. Ça a pris évidemment plus de temps que si nous étions partis d'un socle préexistant. Tout au long de cette phase de conception et de développement, nous avons été accompagnés par les établissements partenaires, certains de la première heure et d'autres qui sont arrivés en cours de route. On en reparlera dans un instant. Et ces établissements ont eu, au fur et à mesure, la livraison des versions intermédiaires, au fur et à mesure de l'avancement des développements, et ont pu directement les tester et nous faire leur retour de ce qui, leur point de vue, était bien, de ce qui, de leur point de vue, était moins bien ou incomplet ou à revoir. C'est ainsi que avec ce travail qui a pu être fait sur les élections successives dans toutes ces phases de développement, nous avons pu d'ores et déjà intégrer dans l'application des retours, des améliorations, des ajouts, des modifications, pour parvenir à un niveau sans doute de maturité au moment de la première version, la V1, qui sera probablement un peu plus fort que ce qu'on a l'habitude d'avoir lors de la conception de logiciels. J'ai parlé des clients partenaires de la première heure et de tous les autres qui nous ont rejoints. Nous avons aujourd'hui 31 clients de WinPay plus RH. Vous voyez les noms qui s'affichent. Ces clients appartiennent pour une bonne part à l'enseignement supérieur à la recherche. On trouve tout un ensemble de grandes universités. Si je fais un rapide tour de France, de l'université de Lille, l'université de Savoie-Mont-Blanc, d'Avignon, Montpellier 3, Paul Valéry, l'Université Côte d'Azur à Nice, Paris 9 Dauphine, de grands établissements comme CNAM à Paris, et tout un ensemble d'écoles, je pense à Sciences Po Rennes, qui est un peu notre client pilote dans cette phase que je viens de décrire, de reprise de données, d'avancement dans la fiabilisation, Sciences Po Lille, l'IAE Paris, et encore l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et puis des établissements qui ne sont pas dans l'enseignement supérieur. En tête de liste, vous trouvez la GRASC, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Vous pourrez parler aussi, par exemple, de l'ENI. 31 clients, donc, qui nous accompagnent et qui vont progressivement, en vagues successives, rentrer en production avec WinPay plus RH. Merci, Patrice. Bonjour à tous. Et donc, je vais vous présenter le programme de cette session.
Donc, en première étape, pour ceux qui n'auraient pas assisté aux 2 précédents webinaires, on va vous faire un rappel rapide de notre processus de déploiement et de préparation à la reprise de données. Ensuite, en étape 2, on va voir un petit peu comment on peut reprendre manuellement les données au travers de l'application pour tout ce qui est dossier contractuel en vue du contrôle des dossiers de paye. Puis en 3, on fera également la même chose, reprise de données via l'application, mais cette fois-ci pour les vacataires. Et puis tout au long de la session, nous serons entrecoupés avec une série de questions-réponses où je passerai la parole à mes collègues. Voilà. Donc la première série de questions-réponses se fera après la présentation, le rappel du processus de déploiement pour la RDD. Donc, commençons par cette reprise de données et je vais passer tout de suite la parole à Lilian. Lilian Ing, pour nous parler brièvement de ce schéma et le présenter à ceux qui ne l'auraient pas encore vu. À toi, Lilian. Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous pour ce webinaire puisque j'étais absent lors des 2 précédents. Donc sur la partie reprise de données, ici on a voulu vous montrer un peu les grandes étapes, les grands phasages de la reprise. Donc il y a une première grande étape qui est la mise en production de la GA. Avec la reprise de données, alors elle va s'opérer en fonction des différents cas, soit par de la reprise manuelle, soit par l'injection de gabarits, soit par des outillages, notamment des outils de reprise un peu semi-automatisés. Donc dans la première phase, dans cette phase de reprise de données, vous avez toujours les 3 outils qui vont cohabiter. Donc c'est-à-dire votre SIRH, si vous en avez un bien sûr, WinPay et WinPay plus RH, qui sera alimenté sur cette première phase. Sur la deuxième phase, on va activer et on va contrôler les dossiers de paye. Donc là, on a franchi une étape. Donc c'est là qu'on met en production la GA et qu'on va préparer. On va préparer la mise en production de la paye. Donc à partir du moment où on met en production la GA, on est sur le point d'abandonner le précédent SIRH. Donc là, sur cette étape-là, les données devront, en tout cas, on va conserver WinPay pour continuer à faire la paye et donc WinPay plus RH dans lesquels on va activer et saisir ces dossiers de paye. Pour la suite, il va y avoir une période de recettes de paye, donc c'est ce qu'on peut appeler les doubles payes. Hein. On va s'assurer que les éléments saisis entre votre précédente entre WinPay et WinPay plus RH, on va contrôler que qu'il n'y ait pas d'incohérence. On va notamment identifier les potentiels écarts qu'il pourrait y avoir. Alors, c'est pas parce que les deux branches ne sont pas identiques que la recette va échouer. Le but, ce sera vraiment d'identifier le pourquoi il y a un écart sur tel ou tel mouvement entre les 2 applications, puisque, comme l'a rappelé Patrice, l'application est certifiée DGFIP. Donc, les mouvements qui sont produits sont conformes à la réglementation et à la DGFIP. Et puis, une fois qu'on a réalisé cette opération de double paye, on va donc passer en production. Et c'est à ce moment-là qu'on va couper les 2 précédents outils totalement. Donc, votre SIRH ou vos outils que vous pourriez avoir, ainsi que WinPay. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil de discussion et on vous communiquera en tout cas les réponses à l'issue du webinaire une fois qu'on aura recensé toutes les questions, comme ça a pu être le cas sur les deux précédents.
Alors, on avait vu la dernière fois que la reprise de données était découpée en deux phases. On a vu une phase A où on pouvait reprendre via l'application, via des gabarits, donc tout ce qui était structures locaux, emploi et poste, et qu'on passait à une phase B pour reprendre, alors soit via l'application pour les établissements qui ont des volumes restreints, soit par gabarit s'il y a plus de volume, et s'il y a vraiment énormément de volume, à ce moment-là, on passera sur notre système automatisé de reprise de données. Et donc, on a vu qu'on récupérait les informations personnelles des individus et les dossiers administratifs. Alors, au webinaire 2, on s'est concentré sur cette phase B pour la reprise des dossiers de titulaires. Cette fois-ci, on va être sur les contractuels et les vacataires. Alors, comme on a parlé on a vu ce schéma de reprise de données, on va tout de suite en profiter pour répondre à quelques questions. Et donc, je vais basculer sur d'autres slides et puis on va regarder ça de près. Nous avons Gwendalis qui doit nous rejoindre pour répondre à ces questions. Est-ce que Gwendalis, tu es présente? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. On t'entend, très bien, super. Bien. Parfait, donc on va voir ensemble les quelques questions donc, qui avaient été posées. Donc je vais tout de suite avancer sur la première question. Alors, le service national n'est pas dans WinPay. Est-il possible de faire des imports partiels en Excel dans WinPay plus RH? Alors, effectivement, le service national n'est pas dans WinPay. Maintenant, il y a deux possibilités d'import possibles. On va avoir donc les grands clients qui, eux, vont pouvoir automatiser la reprise et s'appuyer sur les données des outils de gestion administrative et pouvoir récupérer cette donnée service national. Et on va avoir les plus petits clients qui vont, eux, travailler sur des fichiers Excel qu'on appelle donc les gabarits et qui vont pouvoir effectivement récupérer cette donnée via un gabarit d'import qu'on injectera dans WinPay+. OK, question suivante. Est-il nécessaire de saisir la carrière d'un agent en disponibilité depuis longtemps et il serait susceptible de ne pas revenir? Voilà. Alors, effectivement, s'il est susceptible de ne pas revenir, on n'est pas obligé de saisir la carrière. Maintenant, c'est fortement recommandé parce qu'on sait tous que les agents qui sont susceptibles de ne pas revenir peuvent revenir. Et donc, voilà, au cas où ils reviennent, c'est quand même... Enfin, voilà, c'est fortement recommandé. Au cas où ils reviennent, lors de son retour, on aura la totalité de sa carrière. Ok, merci. Une autre question. Est-il nécessaire de saisir la carrière d'un agent en détachement hors établissement? Alors, ça va être à peu près comme la question précédente, donc on n'est pas forcément obligé. Maintenant, si l'agent était amené à revenir, on serait obligé de saisir la totalité de sa carrière et ce de manière chronologique. Donc, ça sera un choix d'établissement de se dire soit on continue à saisir la carrière même quand l'agent n'est pas là, ou on attend qu'il revienne pour le faire. Mais ce n'est pas forcément une obligation, c'est juste une recommandation pour le cas où l'agent reviendrait. Ok. Alors, dans les deux cas précédents, est-il possible d'attendre la réintégration pour saisir la carrière? Donc, alors, là, oui, alors la oui, réponse est simple. Voilà, alors oui, on n'est pas obligé d'attendre ce que je vous disais précédemment, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir les éléments. Et maintenant, on n'a pas forcément les éléments quand l'agent, on n'a pas forcément les éléments tant que l'agent n'est pas revenu. Son dossier peut l'avoir suivi et le temps que le dossier revienne de l'agent, on peut attendre. Il faut mieux attendre des fois. D'accord, merci. Autre question, faut-il saisir les données de carrière même avant l'arrivée dans l'établissement? Pour les titulaires précédemment contractuels, contrat public, faut-il saisir leur contrat? Alors, c'est toujours recommandé, c'est surtout pour la notion d'export CIR, pour la carrière des agents. Quand on est titulaire, les services de contractuels sont donc nécessaires pour le décompte de la carrière. Donc oui, il faut les saisir. Maintenant, ça peut, si c'est il y a deux temporalités. Il y a soit c'est des services antérieurs, et dans ces cas-là, on n'est pas obligé de les saisir tout de suite.
soit c'est des services au sein de l'établissement, et dans ces cas-là, il faut les saisir de manière chronologique. Et pour un agent qui était... et par exemple, on peut avoir des contractuels pour lesquels on doit déclarer de la carrière. Donc oui, dans ces cas-là, il faut qu'on saisisse leur service contractuel. Une autre question, dans le cadre de titulaires qui étaient avant contractuels, contrat public, faut-il créer un dossier administratif contractuel et un dossier titulaire? Oui, il faut qu'on ait deux dossiers administratifs distincts, un sur la situation contractuelle et un sur la situation titulaire, y compris pour les services antérieurs. Est-ce que l'on peut saisir ultérieurement les services antérieurs? Alors oui, le logiciel permet pleinement qu'on puisse saisir les services après coup, ce qui permet en termes de reprise de données de pouvoir récupérer les services qui sont faits au sein de l'établissement. Alors toutefois, il faudra être vigilant, c'est-à-dire que si vous décidez de les saisir après coup, vos données carrière ne seront pas complètes dans vos exports de carrière, dans vos mouvements de carrière. Donc, ça peut être fait à un autre moment, mais il faut être vigilant dans tout le suivi de la carrière, parce qu'il y aura des éléments manquants. OK. Une autre question, lorsqu'un établissement n'a pas de SIRH et qui n'a pas à remonter les données de carrière pour le CIR, est-ce que la reprise des services antérieurs est nécessaire? Alors là, on est dans le cas de figure où il n'y a pas forcément de... Enfin, si on ne remonte pas de données carrière, s'il n'y a pas de saisie carrière, pour moi, il n'y a pas besoin qu'on fasse de saisie de services antérieurs. Maintenant, j'imagine que dans ce cas de figure, il y a quand même des remontées qui se font et il faut s'assurer auprès des services qui récupèrent les services qui vont récupérer les notions de carrière ont besoin de cette antériorité ou pas. S'ils en ont besoin, il faudra les saisir. Ok, bah c'était... Tu voulais rajouter quelque chose, Gwendalis? Non. Non, c'est bon. Ok, bah voilà, c'est terminé pour ce premier lot de questions. Donc, je vais juste couper mon écran un moment, puis je vais rebasculer sur mes autres slides. Je vous demande un petit instant. Voilà, je reviens. Je vois qu'il y a une petite question. Effectivement, il y a quelque chose dans la discussion. Et effectivement, la carrière, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, Christophe. Oui, on t'entend. Oui. C'était sur une question sur les personnes en dispo. Et effectivement, je vois qu'il y a quelqu'un qui est intervenu. On peut avoir des avancements aussi d'échelon, effectivement, même quand on est en disponibilité aujourd'hui, depuis la dernière réglementation. Donc oui, on peut être amené à saisir de la carrière pour des personnes en dispo. Après, on peut le faire après coup, mais on peut le faire au fil de l'eau si on a les éléments en temps voulu. Ok. Merci Gwendalis pour toutes les réponses que tu nous as apportées concernant donc, la RDD. Donc là, je vous propose maintenant de passer, voir un petit peu comment ça se passe dans l'application pour faire la reprise de l'Emmanuel dans le cadre des dossiers contractuels et bien sûr pour contrôler, activer les dossiers de paye. Alors, on va voir toute une série de démonstrations en vidéo. On a fait le choix de la vidéo pour être sûr de bien cadrer notre temps, etc., pour simplifier, pour pouvoir faire des pauses. Donc, je vous propose là de découvrir un premier cas. Et en fait, il s'agit de l'embauche, je vais vous mettre un peu le contexte, il s'agit de l'embauche d'un assistant ingénieur, donc qui a le statut d'agent contractuel. Il s'agit de pourvoir un poste de fonctionnaire qui est temporairement vacant. Donc, on a pris un exemple, on est en paye de novembre, et je vais vous montrer donc, la création du dossier administratif et du dossier de paye. Alors, il faut savoir que là, dans la démo, les informations personnelles de l'individu ont déjà été saisies. Alors, allons-y, c'est parti. Donc, on va aller prendre le dossier de M. Gabriel Perry. Peut-être que certains ici d'entre vous découvrent l'application. Donc ici, je vais faire très vite, mais enfin, on arrive là sur le dossier de la personne. On a toujours le résumé, les infos perso, donc elles ont été renseignées. Et là, je vais cliquer sur le petit plus pour créer le dossier administratif. Alors, on va se retrouver... alors, on va le laisser charger.
Voilà, donc j'ai une petite fenêtre, je clique sur dossier administratif. Voilà, donc j'arrive ici dans un formulaire qui va me permettre de choisir le bon workflow. Vous allez voir, on travaille avec des workflows en fonction du type de dossier. Donc là, on va déjà préciser à la machine vers quel workflow on veut aller. Donc c'est par le biais du statut. Je choisis contractuel. Je vais préciser le type de période administrative et je vais indiquer les références du contrat. Donc, quand c'est fait, bah, je passe. Alors, on remarquera tout en haut, là-haut, là, qu'il a récupéré le numéro d'INSEE, son nom, son prénom. Ça, c'est des infos qu'on avait, que le gestionnaire avait enregistrées avant quand il a pris les informations de l'individu. Donc, j'avance. Donc là, j'arrive dans mon workflow. Il est en 4 étapes. Il récupère des infos qu'il connaît. Il me demande de compléter avec le reste. Donc, j'ai la date de fin prévisionnelle de mon contrat. Je précise la nature, le type de contrat et je vais préciser le motif. Alors, si je connais, il suffit de taper les premières lettres ou carrément le code du motif et évidemment, vous accédez au référentiel direct, à la donnée dans le référentiel directement. Il en découle le décret, il le connaît et puis je continue. Donc là, on va me demander de définir le cadre contractuel. Donc, je vais choisir un équivalent de catégorie A, un équivalent grade. Et puis, dans le champ suivant, j'ai le type de droit privé ou public. Donc, je vais laisser sur public. Alors, au-dessus, vous avez un petit champ, un bouton à bascule là, qui va être indice ou forfait. Donc, je vais laisser sur indice et je vais indiquer l'indice majoré. Je précise ma période d'essai. Alors, on aura toujours, en général, hein, hormis pour les vacataires, on aura toujours cette zone d'occupation affectation. Alors là, on va déjà ajouter un poste. Donc, on arrive dans un formulaire qui est dédié à ça, donc avec un certain nombre de critères pour pouvoir filtrer la liste qui est en bas. Donc, je vais prendre du personnel ITRF, je fais ma recherche et je vois ce que j'ai en stock d'emploi. Là, je vais prendre le poste 28, assistant ingénieur recherche formation. Je vais cocher action, ce qui me permet de le sélectionner. Et voilà, je valide la sélection. Donc, on voit ici que mon poste a été enregistré, a été pris en compte. Donc, l'affectation au poste est faite. Ensuite, on a l'affectation à la structure. Attention, j'ai un petit peu de bruit de fond sur les micros. Donc là, je vais affecter l'agent à une structure organisationnelle. On voit, pour ceux qui découvrent, on voit à gauche l'arborescence de toutes les structures qui ont été paramétrées dans l'application. On avait vu ça dans un webinaire précédent. Donc, je vais aller chercher la bonne structure. Je vais mettre une quotité à 100%. Il a retenu la date de fin prévisionnelle. Et puis, de façon optionnelle, ce n'est pas obligatoire, je peux le localiser dans un bureau. Alors, sur ce petit formulaire, on remarquera légèrement à droite qu'on a la structure de rattachement qui est service budget. C'est ce que j'ai choisi à l'instant comme structure. Et l'avantage, c'est qu'il a filtré les bureaux qui y étaient rattachés. Donc ça, on arrive à le faire quand on fait la reprise de données, on est capable de générer les liens d'association entre les structures et les locaux. Et ça vous permet d'avoir ce confort au niveau de la saisie, on vous filtre juste les bureaux, par exemple, qui sont disponibles. Mais on a une petite case afficher tous les locaux si jamais on veut se donner un petit peu plus de souplesse et finalement, on peut aller choisir un bureau ailleurs. Ça, c'est possible, hors de la structure de rattachement. J'indique une quotité d'occupation. Voilà. Et donc là, je viens de terminer l'étape. Je vais continuer. Et je termine toujours, nos workflows se terminent toujours par un récapitulatif qui vous permet d'avoir votre vue d'ensemble sur tout ce que vous avez saisi. Si jamais vous vous êtes trompé sur une donnée, bien sûr, vous cliquez sur le bouton retour, vous revenez dans l'étape du workflow qui vous convient, vous faites votre changement et vous réavancez jusqu'au récap. Si on est d'accord avec nos infos, on termine et on stocke en base. Alors, il y a un petit temps de chargement, que les choses se mettent en place. Voilà, et vous vous retrouvez avec une synthèse du dossier pour avoir en un clin d'œil les éléments principaux.
Donc voilà pour une saisie. Par exemple, dans le cas d'une reprise de données manuelle via l'appli, pour reprendre un contractuel indicé. Alors, on va passer maintenant sur la création du dossier de paye. Donc, on a un petit plus qui est ici, toujours le même. Donc, vous cliquez. Et là, cette fois-ci, vous remarquerez que tout à l'heure, je n'avais que le dossier administratif parce que c'est le passage obligatoire avant de pouvoir créer le dossier de paye. Maintenant que le dossier admin est créé, j'ai mes deux boutons. J'ai à la fois le dossier admin et le dossier de paye. On peut avoir plusieurs dossiers admin, plusieurs dossiers de paye. Et la preuve, c'est qu'on a une liste déroulante qui fait qu'on peut aller choisir le lien vers le bon dossier administratif pour ce dossier de paye que je suis en train de créer. Donc là, j'en ai qu'un. Les petits œils pour aller voir si j'avais bien saisi mon RIB. Il faut savoir que vous ne pouvez pas créer un dossier de paye si vous n'avez pas enregistré le RIB de l'agent. Donc là, je l'avais bien fait au départ, donc j'ai juste à valider. J'aurais pu modifier, c'est possible. Et là, je vérifie s'il y avait des enfants. Non, il n'y en a pas, ça n'a pas été ajouté. Donc là, les deux boutons sont à oui, donc feu vert, je peux y aller. Et là, je rentre dans le workflow du dossier de paye. Alors, il y a un petit temps. Donc, alors, il faut savoir que tout le concept, bien sûr, c'est de saisir les données en gestion administrative pour qu'il en découle automatiquement le dossier de paye. Alors, on a simplement quelques données à préciser toutefois quand on crée ce dossier. Alors, on a besoin du code correspondant. Donc, nous avions créé un code qui s'appelle XAD. Donc, ce code permet d'identifier les fichiers que vous envoyez à la DGFiP. Donc, c'est pareil, on l'avait vu dans des webinaires précédents, ce code, on l'a créé en administration. Donc, il est présent. On pourrait avoir plusieurs codes selon si vous êtes, par exemple, RCE ou non RCE, parce que vous avez à la fois un budget des ressources propres et un budget État à gérer où vous avez tout en un seul budget. Donc, en fonction, on crée les codes. Parce que dans WinPay plus RH, vous avez une seule base de données. À contrario de WinPay, il y a une seule base de données et c'est les codes correspondants qui vous permettent de distinguer pour envoyer les fichiers à la DGFiP. Voilà, donc ça, une fois que c'est rempli, je continue. Et là, je vais passer en revue finalement mes cartes qui ont été créées automatiquement. Donc, on voit qu'on a nos différentes zones avec les noms de cartes. Donc, les informations sont correctes. Donc, je continue. La même chose pour la carrière. Alors, à la différence près que là, j'ai quand même quelques zones à renseigner. J'ai entre autres la zone de résidence que je vais mettre à 0%. Et puis, on a créé, nous, en démo, simplement 2 codes gestion. Donc, ces codes se créent aussi dans l'administration et on rattache en dessous les codes postes aux codes gestion. Donc là, on a scindé par population, donc BIATS enseignants, pour notre université de démonstration. Voilà, et le poste 1585 s'est affiché automatiquement parce qu'il est le seul à être attaché au code gestion que j'ai affiché ici. Sinon, s'il y avait eu plusieurs codes postes de rattachés, j'aurais dû aller me promener dans la liste des codes postes et puis choisir le code qui me convient. Ensuite, on passe à l'étape rémunération avec un rappel des cartes 02, dont le profil de cotisation qui est à droite, et la partie fin de situation qui est indiquée. Je continue. Donc, on arrive sur un récap avec, bien sûr, toutes les cartes à nouveau. Et je termine et j'enregistre mon dossier. Alors là, je suis dans une situation où le petit bouton clignote, soumettre le dossier. Donc, je suis dans une situation où mes cartes sont à l'état brouillon. On les voit qu'elles sont de couleur grise. On a différentes couleurs pour repérer l'état d'avancement de la carte dans le processus de paye. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais soumettre le dossier. Alors, on a toujours, pour ceux qui découvrent l'application, ce genre de petits messages qui vous demandent toujours est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, oui, non. Voilà, c'est une sécurité quand on fait la saisie. Donc là, j'ai dit oui.
Et voilà, je retrouve mes cartes qui ont changé de couleur, qui sont prêtes à l'envoi. Voilà, prêtes à l'envoi. On voit nos petites légendes. Donc voilà, rapidement, hein, bien sûr, mais on va en voir d'autres, comment on peut créer le dossier de paye. Alors cette fois-ci, j'ai un cas que j'ai refait avec, bon, c'est le même nom d'agent, mais peu importe. Donc on va voir le même cas précédent, mais avec une variante, puisqu'il s'agit de voir l'exemple en tant que contractuel au forfait. Alors bien sûr, vous allez retrouver les mêmes écrans, vous allez avoir des variantes, puisque là, on passe au forfait. Et ça vous permet, pour ceux qui découvriraient l'application, de déjà commencer un petit peu à mémoriser ce qui se passe. Donc, je vais laisser un petit peu tourner la démo, tout en continuant à vous la commenter. Toujours mon contractuel, voilà. Je mets ma référence. Donc, je suis dans mon workflow, comme on a vu tout à l'heure. Donc, je définis le cadre contractuel, toujours catégorie A, mon équivalent grade. Voilà, et là, je vais intervenir sur mon bouton mode de rémunération. Donc, je bascule au forfait. Donc, vous voyez que mes champs de saisie ont changé en dessous, puisqu'ils s'adaptent évidemment au contexte. Donc là, je mets ma rémunération forfaitaire. Puis, je précise bien ma fin de période d'essai, bien sûr. Donc là, on va reprendre, on va à nouveau l'affecter un poste. Notre affectation à une structure. Donc voilà, je vais prendre le service budget. Il a bien retenu la date de fin prévisionnelle, puisqu'il nous la réaffiche. Et puis voilà, je reprends un bureau qui est rattaché à mon service budget. On continue, on file vers le récap, comme d'habitude. Voilà, je passe. Alors, on a bien nos infos, hein, mode de rémunération forfait, on le voit en bas à gauche, donc tout va bien. Donc, vous voyez, là, donc, sur ce cas, on a vu, en fait, c'est notre petit bouton indice ou forfait qui a fait la différence. On a vu des variantes au niveau, bien sûr, des champs de saisie. Donc, pareil, la démonstration au niveau du dossier de paye. Là, petite vérification si le RIB a bien été pris en compte. Alors, si le RIB n'avait pas été pris en compte, il m'aurait fait sortir de cet écran. J'aurais été directement à nouveau dans la rubrique, dans le dossier admin. Il m'aurait emmené. J'aurais fait mon changement. Il aurait fallu que je rappuie sur le petit plus pour créer le dossier de paye. Donc là, j'ai mis mon code correspondant pour la DGFIP. Faut que j'aille trop vite quand même. Voilà, si Lilian, je t'interpelle, hein, si tu as des remarques, comme toi, tu connais bien la partie paye, WinPay et tout. Tu peux laisser cet écran, parce que tout à l'heure, j'ai vu passer une question sur Ouais. Tu peux intervenir, n'hésite pas. Le code sécu 10 ou 12, donc il n'y aura pas double saisie, parce que vous voyez que là, le code 10 ou 12, on peut les mettre, on peut le modifier ici directement. Pour ceux qui... J'ai vu une question passer là-dessus, sur le code sécurité sociale et le statut. Donc les cartes sont générées, mais certains champs restent modifiables lorsqu'on est sur le dossier paye. D'accord, je te laisse ponctuer au fur et à mesure, hein, si tu veux faire des remarques sur la paye ou tout autre, n'hésite pas à m'interrompre.
Donc, nous allons continuer. Donc là, on passe sur notre chemin, nous avons la carte 40. Alors, plus précisément, la carte 45. J'avance et nous passons au récapitulatif. J'anticipe un peu les questions là-dessus. Ouais. Si jamais il doit y avoir en tout cas, pour la gestion de la carte 45, la gestion des rappels est aussi automatisée dans le cadre du forfait. Donc, si jamais vous prenez en charge un agent en cours de mois, elle serait proratisée sur la période. Donc là, même principe. Pardon, excuse-moi. Et j'en profite parce qu'il y a quelques questions qui sont en rapport avec là. De toute façon, les questions, il y aura un écrit sur les réponses. Là, j'en profite pour celles qui sont en lien avec ici les écrans. Voir, sur comment saisir l'unité du forfait par heure, par mois ou autre. Alors là, je pense que c'est plutôt de la carte 07. Et ici, on est plutôt sur une carte 45 où le montant est forfaitaire. Peut-être d'autres éléments à nous préciser? Non, pour l'instant. Non, c'est bon, continue. D'accord. Donc, on va terminer. On va enregistrer en base. Et puis, on va soumettre notre dossier de paye. Voilà, on retrouve nos cartes prêtes à l'envoi. Alors là, on passe sur un cas d'un agent donc, qui arrive au sein de votre établissement en tant que détaché entrant, contractuel au forfait. Donc, à l'origine, il est titulaire dans le précédent établissement et en tant que détaché, il va conserver ses cotisations de titulaire. On va aller chercher le dossier de Pierre Lecloirec. Alors, le petit plus pour créer notre dossier administratif. Pareil, donc le premier, c'est un formulaire qui va nous permettre de définir le workflow vers lequel on veut aller. Voilà, de détacher sur contrat, la référence. On va récupérer nos étapes de saisie. Voilà, donc, il a déjà, bien sûr, retenu des informations que nous avions enregistrées. Donc, il me demande le motif de recrutement, on va lui donner. On continue. Alors, on va définir le cadre contractuel pour cet agent. Donc, comme tout à l'heure, l'équivalent catégorie et l'équivalent grade. On est au forfait. On indique la rémunération. Toujours la fin de période d'essai à préciser. Alors, des indications éventuelles sur la carrière d'origine. Vous voyez qu'on n'est pas sur des champs obligatoires. On n'a pas le petit astérix rouge. On peut toutefois quand même renseigner des informations si on le souhaite, bien sûr. Là, cette fois-ci, c'est obligatoire. Fonction publique d'État, précise le ministère. Là, le CNRS, éventuellement le contact, bon, je ne le saisis pas ici. Donc, on retrouve la partie occupation-affectation. On va le laisser remplir. On fait notre recherche de poste. La structure. Alors, dans les structures, juste pour info, on gère
On en avait parlé sur des précédents webinaires. On gère bien sûr les structures en fonction du temps. Hein. C'est-à-dire que des structures qui auraient des dates de fermeture, donc des structures dans le passé, on les gère. On gère aussi bien sûr les structures en vigueur hein, qui n'ont pas de date de fin dans leur fiche. Et puis les structures dans le futur qui ont une date ultérieure. Et dans la partie paramétrage, avec toute cette arborescence des structures et locaux, on va être capable de distinguer par un jeu de couleurs. Hein, on a du vert pour en vigueur, du gris pour des structures passées et du bleu pour des structures futures. Donc, on est capable de jouer dans cet espace temporel et bien sûr, la machine sait réagir en fonction de ces dates. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, les locaux, ce n'est pas obligatoire, mais on peut bien sûr le saisir. Nous, on le fait systématiquement dans nos démonstrations. Voilà, la structure de rattachement, c'est OK. On avait fait les liens, les associations, structures locaux. Et puis, mon récap. Donc, si mon récap est OK, je termine, j'enregistre en base de données. Voilà, avec notre, là nous sommes en version 56, on a restructuré pour information, pour ceux qui connaissent déjà l'appli, on a restructuré la page de synthèse du dossier pour plus de lisibilité, vous voyez, avec des couleurs différentes sur les titres. Donc nous espérons avoir amélioré la lisibilité par ces choix. Donc je vais continuer. Et je vais passer sur, cette fois-ci, le dossier de paye. Donc, je fais mon lien avec le dossier administratif. Toujours le même. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de contrôler comme nous on fait à chaque fois. Hein. Vous mettez oui, 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 et vous passez. Si vous savez que vous aviez saisi les choses en prérequis, c'est bon. Hein. Donc, la prise en charge, j'indique toujours le code. Voilà, différentes étapes. Tu m'arrêtes, Lilian, si tu veux faire des remarques. Donc là, on va saisir, comme tout à l'heure, voilà, nos codes gestion, code poste. Donc là, je descends un petit peu. Alors, on a un champ là, je vais prendre mon petit pointeur laser, voilà, ici, vous voyez. On a un champ donc, qui nous permet en fait d'indiquer l'indice sur lequel l'agent doit cotiser à la pension civile. Alors donc, il faut savoir que seuls certains agents titulaires sont concernés, dont les détachés sur emploi ne conduisant pas à pension. Alors, j'avance. Je vais mettre d'abord le montant, voilà. Alors, j'étais un petit peu vite. Je vais essayer de revenir un petit peu en arrière. C'est l'avantage de la vidéo. Tu as des choses à dire, toi, là-dessus, Lilian, sur les cartes type 40? Il y a eu des questions ou pas? Non? C'est ici qu'on voit les rappels. Je m'arrêterai sur les cartes, si tu veux, s'il y a des choses à dire. Effectivement, là, on voit deux cartes. On voit, enfin, si on regarde un peu plus précisément, je vous avais dit que là, il y avait une proratisation qui s'effectuait. Là, on voit bien la première carte 40 qui concerne novembre 2020. Attends, je vais zoomer, hein, voilà. Voilà, donc la première carte avec le montant qui est proratisé. On a ensuite la carte 45. Alors, c'est des cartes de type 40, mais les variantes, on a bien la carte 45 qui démarre bien à compter de décembre. Et la dernière carte sur le mois qui est le dernier mois du contrat sur la paie d'octobre 2023. Donc, les cartes sont déjà toutes préparées avec d'ailleurs la dernière carte qui est une suppression de la carte 40. Avec les ZZ. C'est bien ça, c'est la carte qui supprime la carte 45 à compter du mois d'octobre, puisque on a un montant proratisé avec la carte 40 en octobre 2023. Alors, on a des messages d'alerte qui nous informent selon en fait, le contexte. Et on a dans ce cas en fait à faire une saisie complémentaire, comme ici le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, qui en fait
comme vous le savez certainement, prévoit une prestation additionnelle de retraite. Donc, je dis continuer. J'ai pris connaissance du message. J'enregistre et toujours le même principe. Je vais avoir à soumettre le dossier pour avancer dans le cycle de paye. Alors, on voit ici dans nos cartes 40, voilà, on a des cartes qui sont en attente d'envoi. Vous voyez, elles ont changé de couleur. Donc, on arrive bien à distinguer les choses dans ce workflow, hein, dans ce processus. J'en profite justement pour faire un petit arrêt sur image là, par rapport aux couleurs de cartes pour ceux qui découvriraient l'application. Donc, en fait, la couleur grise, vous l'avez vu tout à l'heure, c'était avant que je soumette le dossier de paye. Donc, en fait, c'est un état saisi, hein, considéré comme brouillon. Ensuite, le orange, c'est que vous avez des états prêts à l'envoi, c'est-à-dire qu'en fait, les cartes sont transférables dans le fichier geste. Ensuite, nous avons la couleur verte, ce qui veut dire envoyer. Le fichier geste a été produit et envoyé à la DGFiP. Alors, bien sûr, après, il y a tout le cycle qui suit, envoie sur la plateforme DGFiP, etc. Mais nous, on sait quand est-ce qu'en fait le fichier geste a été produit à notre niveau, puisque c'est vous qui agissez là-dessus. Et en fait, à ce stade, les cartes ne sont plus modifiables ni supprimables. En violet, vous avez le en attente. Donc, les cartes ont une date d'effet dans le futur pour un envoi ultérieur en paye. Évidemment, sa couleur changera, hein, puisqu'on passera du violet à l'orange quand la date sera atteinte. Et puis, pour finir, on a l'état en vigueur. Et là, c'est la paye qui a été clôturée. Donc, vous avez appuyé sur le bouton clôture. On vous a mis un message « Attention, vous allez clôturer ». Vous validez. Et à ce moment-là, la machine passe automatiquement au mois suivant. Moi, je voulais juste faire quelques remarques un peu d'ordre général, Oui. notamment pour les établissements qui n'ont pas forcément WinPay ou qui ne sont pas encore en paye à façon. Donc là, effectivement, on vous a présenté la saisie la saisie administrative et paye d'éléments, enfin administrative et paye de dossiers. Alors, sur la partie, notamment ceux qui n'ont pas WinPay, il y a toute la partie reprise qui va se faire via l'intégration de fichiers Excel. Donc, finalement, la partie, en tout cas individu, peu importe que vous ayez un outil en WinPay ou pas, c'est pas ça qui sera gênant pour vous, puisque c'est surtout des exports Excel qui seront, des exports Excel ou des fichiers Excel à construire qui devront être réalisés. Cependant, pour ceux qui n'ont pas, WinPay et qui ont Giraffe, dans la plupart des projets, on propose une première bascule justement sur WinPay, justement pour vous donner la possibilité de faire des exports à partir des éléments de WinPay. Donc ça, c'est pour les établissements, pour ceux qui ont Giraffe. Sur ceux qui ne sont pas en paye à façon, vous voyez qu'il y a une automatisation, en tout cas des éléments entre le dossier administratif et le dossier paye qui vous pré-génère les cartes. Là, le contrôle à effectuer, ce sera surtout de s'assurer que la codification est bien conforme à ce qu'attend la DGFiP, puisque vous avez notamment des profils d'agents. Là, on en a présenté quelques-uns, donc les contractuels au forfait, il y a notamment les contractuels indicés. Vous avez notamment sur les titulaires les cotisations qui vont s'appliquer, enfin la codification qui vont calculer les cotisations. Donc c'est vraiment la codification qui va faire foi. Donc pour ceux qui ont WinPay, c'est un peu plus simple parce que vous avez l'habitude enfin WinPay ou Giraffe, hein, puisque là il suffira de comparer les éléments qui sortent dans WinPay Plus et ce que vous produisez habituellement comme mouvement pour ceux qui sont pas en paye à façon. Donc là, il y a aussi un travail de préparation de la codification pour s'assurer qu'on est bien dans les clous, notamment une vigilance sur les établissements. Je crois que c'est en dessous de
j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, sur le code 10 ou 12 qui est uniquement pour les établissements de plus de 1000 agents, si je dis pas de bêtises, pour le code Sécu, par exemple. Donc, voilà, quelques précisions que je voulais apporter sur ces deux aspects. Ok, merci Lilian. Je vous propose de regarder, on l'a intégré récemment, c'est une fonction qu'on a rajoutée dans la partie du module de paye, qui est la possibilité d'exporter les mouvements de paye. Donc, juste jeter un petit œil là-dessus. Donc là, je suis à l'accueil donc de l'appli. Je ne sais pas si on l'avait vu, peut-être si on l'a vu tout à l'heure quand on a été chercher nos dossiers. Donc là, je vais sur un module qui est en fait le module qui vous permet d'éditer fichier DGFIP. Alors pour ceux qui découvrent, hein, les modules qui sont en couleur sont les modules qui sont actifs actuellement dans l'application. Les grisés sont à venir. Donc je vais aller... voilà, donc là j'arrive dans le module de la paye pour faire mes clôtures. Donc j'ai 3 onglets avec possiblement de la volumétrie. Là, moi, visiblement, là, elle n'est pas activée. J'ai le mois en cours, j'ai le retour de paye. Alors, donc je vais aller sur mois en cours. Donc, pour ceux qui découvrent, voilà comment ça se présente. Je vais prendre mon petit pointeur laser. Donc, en fait, ici, vous avez la liste déroulante du code ou des codes correspondants selon ce que vous avez paramétré en administration dans l'application. Vous avez un menu qui se divise en 3, tout ce qui est à compte déjà. Donc, on peut éditer la compte, on peut faire la remise pour la compte et bien sûr, on peut revenir dans les historiques selon tous les mois qu'on a clôturés. Et la même chose pour la partie hors acompte. Puis au final, on pourra clôturer ici et éventuellement même faire un retour à la paye précédente, alors sous certaines conditions, etc. Donc là, je suis sur la partie édition de paye et vous voyez que j'ai un ensemble, j'ai une batterie de critères là pour filtrer mes recherches sur les mouvements. Et c'est ce petit bouton-là, pour ceux qui auraient déjà vu l'appli mais qui n'étaient pas encore au courant, qu'on a rajouté pour éditer les mouvements du mois. Et vous allez voir, on a deux façons de présenter ça. Donc, on va y aller. Donc là, je ne vais pas mettre de critères, hein, je filtre. Quand je fais filtrer sans critères, il me met tous les mouvements en fait. Nous, on a peu de mouvements là dans la démo. Voilà, ils sont en dessous. On voit que Martinez, là, il y a 2 mouvements. Il y a un régime normal de rémunération et un régime de REM demi-traitement. Delga, on a quoi? On a un changement d'échelon. Donc, voilà, on va cliquer sur le bouton. Alors, les options d'édition. Donc, déjà, je peux soit sortir les éléments en Excel ou en PDF. Ensuite, soit c'est l'ensemble des cartes du mois, soit c'est les cartes créées ou modifiées depuis la dernière édition. Alors, on va choisir l'ensemble des cartes parce que j'ai peu de volume. On va sur l'Excel. Voilà, et on a fait le choix d'un fichier Excel en ligne avec un certain nombre de colonnes, hein, c'est assez important d'ailleurs, et les lignes correspondent à, par exemple, Martinez, on voit que j'ai 2 lignes et ça correspond à certainement le traitement, demi-traitement. Je vais avancer, mais c'est ça, oui. Vous voyez, je vois en U, là, le code ministère. Voilà, j'avance. Là, j'ai un avancement d'échelon. Voilà, là, je retrouve, on l'a éclaté en 2 lignes parce que vous voyez, j'ai le régime de REM qui a changé. Et voilà, il y a un bon nombre de colonnes. Donc, voilà comment ça se présente pour ce fichier. On va laisser la démo revenir en arrière. Voilà, vue d'ensemble. Parfait. On va passer sur l'autre présentation, qui est un format PDF, s'il veut bien avancer. Voilà, je quitte. Donc, je refais l'édition des mouvements et là, je vais choisir le PDF. Voilà pour le PDF. Alors, c'est écrit un peu petit, donc je vais utiliser ma loupe. Voilà, pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai les codes là, code 01 qui correspond au code de la carte de paye, par exemple, là, en date de septembre. Qu'est-ce que j'ai
On retrouve les informations qui sont prises en compte pour le passage à l'échelon 0,5 qui est là, avec son indice 480. Le reste des champs, en fait, reste vide car on ne les utilise pas. Ensuite, sur Martinez, on a réparti, donc, comme je disais, les informations sur 2 lignes. Donc, on peut remarquer la carte E2. Et puis, la distinction, c'est les régimes de rémunération comme j'ai parlé. Voilà. Donc, les autres champs étant pas utilisés, ils sont vides. Donc, voilà pour cette fonctionnalité qui a été rajoutée récemment. Alors, un autre cas que là, qu'on n'a pas mis en démo, qu'on a mis simplement en copie d'écran pour aller un petit peu plus vite. Donc là, il y avait des questions qui étaient posées. Là, tout à l'heure, je vous ai montré des tâchements entrants, mais là, c'est le sortant. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut renseigner principalement? Alors, bien sûr, il y a d'autres champs à renseigner, mais là, je vous ai mis les principaux qui permettent de déterminer un détachement sortant. Je pense que c'est assez gros pour que vous voyez. Donc là, en étape 1, indiquer le type de demande. Bon, OK, détachement. Ensuite, préciser le motif de position. Alors ça, vous le retrouvez dans le workflow quand vous allez créer ce type de dossier. Ensuite, on vous demande le type de détachement. Est-ce qu'il est court, est-ce qu'il est long? Donc, s'il est court, c'est 6 mois non renouvelables. S'il est long, c'est 5 ans renouvelables. En 4, on va vous demander de renseigner le formulaire de l'organisme d'accueil. Alors, je peux zoomer dessus pour essayer de grossir un petit peu tout ça, parce que là, ce n'est pas très clair. Voilà. Donc, la date d'entrée, la date de fin, le régime de pension, etc., etc. Vous voyez, donc vous avez des champs obligatoires avec les astérix et puis des champs qui sont facultatifs. Donc, occupation du poste clôturé. Alors là, on a, je vais grossir aussi, on va rester avec la loupe. Donc, attention, on vous dit l'occupation du poste va être clôturée. Donc ça, c'est une automatisation dans le logiciel. Et puis au final, vous allez produire une carte 2 avec bien sûr la modification du régime de rémunération. Voilà, donc ça, c'était pour répondre à certaines questions qui tournaient autour des détachements sortants. Voilà ce qui est fait. Si vous avez d'autres questions autour de ça, bien sûr, utilisez le canal chat, s'il vous plaît. Donc là, on va voir dans ce cas l'enregistrement d'un avenant pour un agent contractuel doctorant sans activité complémentaire. Donc l'avenant, en fait, je vous pose un peu le décor. Donc l'avenant concerne une mission d'enseignement de 64 heures. Donc, on a dans cette démo le dossier de paye qui est déjà créé, mais si vous êtes en reprise de données pour ce type de cas, il faut d'abord enregistrer l'avenant, puis terminer par la création du dossier de paye. Ainsi, cela va vous permettre donc d'avoir une activation de la paye en rapport finalement avec votre situation du dossier. Donc, il y a toujours ce côté temporel. Hein, Lilian, je ne sais pas si tu m'entends là-dessus, mais il y a bien à distinguer tout ce qu'on veut mettre en fait au moment de l'activation du dossier de paye dans la reprise de données. Il y a une exception donc à cet ordre de saisie, ça concerne les primes. Vous devez d'abord avoir créé le dossier de paye en prérequis pour pouvoir saisir des primes. Voilà, donc attention au point à quel moment vous saisissez les données pour avoir une situation à un instant T quand vous allez activer les dossiers de paye au moment de la reprise. On a simplement, donc, comme je disais, une contrainte au niveau des primes. Il faut que le dossier de paye existe, sinon vous n'aurez pas accès tout simplement à la fonctionnalité. Donc, voyons un peu cette saisie d'avenant pour notre contractuel doctorant. Voilà, donc dossier administratif. Donc, je suis allé dans le menu, c'est un petit peu vite. Je suis allé dans le menu de gauche, j'ai cliqué sur contrat et je suis dans l'onglet dossier administratif. Donc, on voit bien qu'on part toujours de la GA. Je fais une nouvelle demande. Alors, au milieu, j'ai toujours un rappel de la situation en cours. Et en bas à droite, les gestionnaires trouveront toujours le bouton nouvelle demande. On appelle ça, enfin, tout ce qu'on fait en fait en gestion, ce sont des demandes. Il y a toujours une date de demande qui est demandée, c'est qu'à le dire, pardon. La date d'effet, le type de demande, voilà. Et puis je vais mettre mon numéro
d'avenant. Je change ma date là, parce que à ne pas confondre avec la date du contrat. Donc, c'est très important de bien changer la date qui correspond à mon avenant. Et par défaut, il vous met la date du contrat. Donc, ma saisie des éléments, donc j'ai toujours cette étape. Bien sûr, il me reprend évidemment toutes les données qu'il connaît. On est quand même là pour gagner du temps dans ce qu'on est en train de faire là. Donc là, je dis non à des services exclusivement consacrés aux travaux de recherche. Et à ce moment-là, j'ai plusieurs champs de saisie qui s'activent. Et là, je vais indiquer 64 heures pour le service d'enseignement. Par contre, mission d'expertise, je mets un non. Mission de diffusion de l'info, je mets un non. Alors en bas, j'ai bien mes 64 heures, j'ai mon taux horaire et j'ai un montant annuel de 2650,24 et il me déduit mon montant mensuel en euros. Il va donc me... Alors je passe par mon étape geste, hein, puisqu'il y a une carte. Hein, donc il me précise le code indemnité, le code paiement, et puis on a une donnée qui sera calculée par la DGFiP, et on voit qu'elle est inscrite, alors donc un mode de calcul B, et on a un montant qui est inscrit en centimes. Donc ne vous laissez pas surprendre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, par rapport au montant. C'est bien des centimes. Donc voilà pour notre carte 22. Je tombe sur mon récap. Imaginons que tout est bon. Effectivement, ça l'est. Je termine et j'enregistre en base de données. Alors, on ne l'a pas encore vu. On se retrouve donc avec des demandes. Alors, je vais prendre mon pointeur. Donc, on a toujours ces deux onglets pour nos demandes. On a le suivi des demandes. Donc là, dès que la demande est enregistrée, passe au statut brouillon, elle s'affiche dans le suivi des demandes. On nous donne la possibilité avec ces pictogrammes de voir le détail de ce que nous avons fait, de modifier avec le crayon. La corbeille, je ne commande pas, on l'aura tous compris. Et on a ici ce petit pictogramme qui permet en 2 étapes de valider la demande. Donc, on pourrait imaginer une personne qui soumette à validation à une personne et la personne qui valide vérifie et valide. Ici, j'ai la possibilité de faire les deux. Et une fois que c'est fait, ma demande passe dans l'onglet historique pour ma traçabilité. Et les onglets qui sont à gauche varient selon le contexte de ce que nous faisons. Donc là, je soumets l'enregistrement pour une demande de validation, donc je mets à oui. Le pictogramme change et là, si c'est une deuxième personne, elle découvrira de cette manière la demande, elle ira la consulter avec le petit picto-œil, pourra éventuellement la modifier et en tout cas, elle pourra la valider. Voilà. Je passe sur l'onglet historique et je retrouve mes deux demandes. Donc, il y a celle qui est en vigueur et il y a celle qui est au statut prêt et qui basculera au moment de la date d'effet, au statut en vigueur. Avec la paye derrière, bien sûr. Voilà donc pour cet exemple. Alors là, j'ai un autre cas aussi. Hein, j'enchaîne les cas. Après, on aura une petite série de questions pour faire une pause, entre guillemets. Donc là, on parle de payer les heures de vacation pour un contractuel étudiant. Donc ça vous permet de voir encore, de découvrir l'appli pour ceux qui la découvrent vraiment, et puis de voir comment pourraient se faire les reprises manuellement, bien sûr, dans l'application. Donc là, on va terminer sur la partie des contractuels avec ce cas de mise en paiement des heures de vacation d'un contractuel étudiant. Alors, pour situer le contexte, toujours, la personne est embauchée en CDD en tant qu'étudiante pour un moniteur informatique et les dossiers administratifs et financiers ont été saisis au préalable. Alors, je lance. Donc, ce sera Julie Digne.
Donc, on va passer par le dossier administratif. On fait un petit tour du côté des informations générales pour jeter un œil un petit peu sur la situation actuelle. Donc, on a la nature de contrat, le type de contrat, le motif de recrutement avec son décret. On a le nombre d'heures maximales, 20 heures, et le taux horaire. On va aller sur le choix rémunération des vacations. Vous voyez qu'on retrouve les onglets en haut, situation actuelle, historique, suivi des demandes. Et on va faire une nouvelle demande. Voyons comment ça se passe. Donc, un workflow en 3 étapes. On nous demande de préciser le mois de paye. Alors, on va changer la carte, on va passer en carte 20. Donc, on va saisir le nombre d'heures effectuées. On a le taux horaire. On paye les congés payés, ce qui va nous permettre d'avoir nos 2 cartes. Voilà. Donc, on a donc produit nos 2 cartes 20, 40 ans contractuels. Donc, on lui paie ses vacations, ses droits à congés payés. Alors, pour la carte avec le code indemnité 125 qu'on a à gauche, on paie les vacations avec un nombre d'heures qu'on a affiché en centièmes et un montant affiché en centimes qui sera donc calculé par la DGFiP à cause du mode de calcul qui est B. Pour la carte, avec le code d'indemnité 290 qui est à droite, on a un montant précalculé, donc mode de calcul A, de 10 € qui sont indiqués en centimes. Alors, je ne sais pas si on peut descendre. Et donc, en fait, voilà. Donc là, le montant est en centimes, 10 €, et ça correspond en fait aux 10% des 100 € de vacations. Je continue, j'ai mon récapitulatif, je suis d'accord avec mes informations, vous connaissez la suite. Voilà. Alors, je me retrouve avec ma demande qui est au statut brouillon. Donc, je vais faire, on l'a déjà vu, on va soumettre à validation et on va valider. Alors, cette fois-ci, on va faire là-haut un petit tour dans le dossier de paye. Alors, vous avez vu que, enfin, vous avez vu, ça va très très vite. En fait, il y a en dessous de l'onglet dossier de paye, vous avez un menu déroulant. Pour l'instant, je n'ai qu'un dossier de paye, mais ce qui montre bien qu'on pourrait avoir plusieurs dossiers de paye. Voilà, donc dans la situation actuelle, j'ai mes cartes en vert, vous voyez. Et j'ai en dessous mes indemnités. Alors, je vais aller sur les mouvements du mois plutôt, voilà, ce qui me permet de voir mes 2 cartes en détail. Donc, voilà comment se présentent les petites cartes quand vous êtes dans le dossier de paye. Je ne vois pas qu'on en ait ouvert encore pour l'instant, avec nos vacations et nos congés payés. Voilà pour cette séquence. Alors, on va en profiter pour faire, et là je vais demander l'intervention de Patrice s'il est prêt, on va faire des réponses aux questions d'ordre fonctionnel. Donc, je vais basculer sur nos questions. Tu es avec nous, Patrice? Alors, je suis là. D'accord. Je n'ai pas le droit de mettre la vidéo. On va se concentrer sur les réponses aux questions. Voilà. On y va. On va plutôt être sur une série de questions qui visaient le fait de dire est-ce que je peux faire ça dans l'application, est-ce que vous avez un bouton de fonctionnalité. Donc, il y aura des réponses positives ou pas, suivant les cas, ce qui a été prévu, les choses qui viendront plus tard, etc. OK. Eh bien, c'est parti pour une première question. Est-il possible de faire une recherche sur un libellé en utilisant le pourcentage pour une chaîne de caractères? Alors, c'est plus simple que ça. On n'a pas besoin de faire ce type de recherche. En fait, lorsqu'on commence à saisir, l'application reconnaît la chaîne de caractères et vous propose directement les réponses correspondantes, que ce soit dans du référentiel ou autre.
Question numéro 2, est-ce que les paramétrages de mouvement de carrière sont déjà enregistrés dans l'application? Et c'est vrai que j'avais déjà fait des démonstrations là, dans nos webinaires sur cette partie-là et à une formation hier, on en avait parlé. Donc, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Eh bien, ça fait partie des fonctionnalités qui permettent de gagner du temps lors de la saisie, la reprise ou la saisie de mouvement de carrière. Et donc, on livre. Bah, c'est le choix. Par défaut, vous pouvez ne rien avoir ou choisir d'avoir déjà tout un ensemble de mouvements de carrière pré-paramétrés qu'on vous livre. Fait, ouais, avec possibilité, effectivement, je l'avais montré hier dans une formation pour un établissement, la possibilité d'activer ou non dans l'application cette possibilité. Autre question, peut-on rattacher des centres de coûts aux structures et aux locaux? Eh bien non, mais là, on l'a un petit peu vu, les imputations budgétaires se font au niveau du dossier paie de l'agent. Autre question, est-il possible de rattacher un agent sur un demi-poste? On a pas mal de questions autour de tout ça d'ailleurs. Pas mal de questions autour de tout ça. Alors, on va commencer par dire ça n'est pas prévu pour des titulaires, mais là, on est dans un régime, c'est pas WinPay plus pêche. Par contre, cette fonctionnalité est bien disponible pour des contractuels qui peuvent être rattachés donc, sur plusieurs postes. Exemple, 2 postes à 50% pour un agent à temps plein ou un agent contractuel à 50% sur un poste à 50%. Je crois qu'il y a eu une question, je ne sais plus si c'est dans le webinaire ou si c'était à un autre moment, j'en profite pour dire, on fait toujours des démos avec des quotités à 100 ou à 50 parce que c'est un peu simple. Maintenant, l'application permet de saisir dans un détail qui est celui du pourcent. Donc, vous pouvez faire 1% et 99, 47 et 53, etc. Alors là, on a un petit peu synthétisé, on met les cas les plus peut-être généraux, mais revenez vers nous s'il y a d'autres questions là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Question sur le nombre de caractères de l'adresse est limité dans WinPay. Qu'en est-il de WinPay plus RH? Alors, le champ nom de voix est composé de 255 caractères. Normalement, ça permet de gérer. Par contre, on a des contraintes dans les exports, parce que j'ai des contraintes qui sont externes, tierces, par exemple pour les exports retraite, le CIR, et en carte 91, 92, le nombre de caractères est limité. Et pour information, c'est 25 caractères, 25 ou 30 caractères pour la carte 91-92, donc c'est vraiment très limité. D'accord. Merci pour ces précisions. Autre question. Les reliquats d'ancienneté acquis, petite erreur, diminuent. Non, ancienneté acquise, donc c'est bon. Les reliquats d'ancienneté acquise diminuent la durée sur l'échelon. Est-il possible d'indiquer ces informations dans l'application? Alors, tout à fait, et ça a été montré au webinaire, au deuxième webinaire, il est possible donc de saisir ces reliquats d'ancienneté. Donc, phase d'ancienneté, ancienneté conservée, et la saisie est possible lors de l'enregistrement de certains mouvements de carrière. Là, je pourrais rentrer plus dans le détail. Je vois à vos interlocuteurs pour avoir une démo très complète sur le sujet. Merci. Autre question, pouvez-vous fournir plus de précisions sur les affectations des agents concernant les structures et postes? Alors, vaste sujet. Le mieux sera de revoir ça en démo pour les établissements qui n'ont pas WinPay plus RH, ou de poser la question à vos chefs de projet pour les établissements qui sont équipés. Donc, dans le cadre du titulaire, il n'est question que de temps partiel, pas de temps incomplet, et la quotité d'occupation du poste ne change jamais, c'est 100%, quel que soit le temps de travail. Des règles qui nous sont imposées. Et donc, après, on a ces mêmes règles pour les affectations de structures de locaux. Pour un contractuel, par exemple à 80%, si ce contractuel est recruté à 80%, l'ensemble de son affectation ou ses affectations ne pourront dépasser 80%. Un contrôle d'application peut pas être à 80 et puis avoir un total d'affectation à 100. Si on a un contractuel à temps plein, et que, par exemple, il passe via une modalité de service à 70%,
On peut laisser en l'état, ça ne bloque rien, mais l'établissement peut bien entendu choisir de remettre à jour les affectations de l'agent. Et donc, idem, les affectations sont limitées au temps de travail de l'agent. Une autre question. Est-il possible d'avoir une requête des mouvements à l'état de brouillon pour ne pas faire d'oubli? Oui, ça peut arriver des oublis. Forcément, c'est une excellente question et en fait, elle nous est remontée assez rapidement par nos établissements clients au fur et à mesure qu'ils prenaient possession de l'outil et notamment de données. On va le développer parce qu'effectivement, c'est intéressant et ça va arriver prochainement. Super. Autre question, peut-on reprendre les codes gestion de WinPay? Pareil, la question nous a été posée. C'est à l'étude. Pour l'instant, la fonctionnalité n'est pas disponible. Donc, on est en saisie manuelle de ces codes de gestion. Autre question. S'il y a une incohérence entre gestion administrative, grade en gestion administrative et grade paye, y a-t-il une alerte? Alors, du fait du fonctionnement par construction de WinPay plus RH, le grade paie découle directement du grade saisi dans la gestion administrative. Donc, en théorie, peut-être pas forcément une situation envisageable. Et notons au passage que la maintenance de la table de correspondance entre les codes grades et codes grades NNE est assurée lors de la mise à jour des référentiels, puisque nous alimentons ces référentiels au fur et à mesure de leur vie et de leur changement. D'accord. Dans quel module se fait la saisie des données de comptabilité analytique? Exemple CIFAC. Eh bien, ça se fera dans le module CIFAC, dont le développement va intervenir au 4e trimestre de cette année. D'accord. Alors, continuons. On a encore d'autres questions. Si on change la situation maritale d'un agent dont le conjoint est interne, est-ce que cela change la situation maritale des deux individus? Alors, aujourd'hui, non. Donc, il faudra mettre à jour la situation des deux individus. Pourquoi seulement un enfant à charge de moins de 16 ans, on peut payer le SFT jusqu'aux 20 ans de l'enfant s'il est scolarisé ou s'il travaille, mais ne gagne pas plus d'un certain montant? Bon, tout à fait. Alors, ça, c'est une question qui est intervenue lorsqu'on a fait la démo webinaire 2, peut-être. Alors, en fait, l'application a ce côté un petit peu intelligent, c'est qu'il y a des filtres qui arrivent automatiquement en fonction du cas sur lequel vous êtes. Et dans la démo, on était parti sur un âge d'enfant qui montrait 16 ans. Et donc, si vous avez un autre âge, vous aurez le filtre qui va régir différemment. Toutes les valeurs sont bien entendu disponibles à la saisie. Je le précise, cette notion de filtre, parce que dans les démos, on est plutôt, nous, très contents d'avoir mis en place ces filtres qui font gagner du temps, plutôt qu'avoir à chaque fois toutes les valeurs et toutes les possibilités. En fonction des informations préalablement connues ou qui ont été saisies, on restreint le champ, une espèce d'entonnoir. Et en démo, effectivement, comme on ne voit pas les autres cas, ça peut poser la question de dire, mais est-ce que le reste est disponible? Oui, vous avez toujours l'ensemble des informations qui ont été prévues. Autre question. Il me semble que les postes soient déjà liés à une structure via les gabarits. Donc, pourquoi faut-il de nouveau faire une affectation à une structure lors de la création du dossier administratif d'un agent? Et si on ne choisit pas la même structure, quel est l'impact? Alors, aucun impact si dossier et poste ne sont pas sur la même structure. Ça permet d'affecter un agent sur une structure qui est distincte de celle du poste. Je ne vais pas rentrer dans ces cas de gestion, mais c'est des choix d'établissement. Par exemple, les postes sont affectés à la DRH et le dossier de l'agent peut être plus finement découpé. Ce fonctionnement actuel permet donc à un établissement d'avoir ce distinguo et de ne pas forcément, systématiquement, affecter des postes à une structure très détaillée dans l'arborescence. Voilà, ça c'est au choix. Lorsque l'université a plusieurs sites, à quel endroit on peut saisir le site? Alors, les sites, c'est toute l'arborescence des locaux de l'application qu'on a montré dans le premier webinaire. Donc, cette arborescence des locaux permet de descendre extrêmement finement en partant du site, du bâtiment, de l'étage et du bureau, quelles que soient les dénominations, de façon assez classique. Et on rappelle que c'est une
possibilité qui est offerte, donc il n'y a pas d'obligation à saisir extrêmement finement la partie locaux, c'est au choix de l'établissement. Est-ce que la saisie du temps partiel pourrait proratiser automatiquement les indemnités? Idem pour les passages à demi-traitement. Alors, ça n'est pas prévu parce que les pratiques en la matière sont différentes suivant, d'une part, les types d'indemnités et d'autre part, les politiques des établissements. Et sur ce sujet-là, comme sur l'autre, à partir du moment où on n'est pas contraint, on va dire réglementairement, et on va dire les contraintes réglementaires sont intégrées dans l'application et entraînent, on va dire, systématiquement des choix qui sont guidés. À partir du moment où il n'y a pas de règles qui s'imposent, eh bien on laisse le choix et donc il faut bien à ce moment-là faire de la saisie. Et est-ce que l'application WinPay plus RH gère une structure de rattachement recherche? Alors, réponse oui. Et plus généralement, nous avons une fonctionnalité que nous appelons l'affectation fonctionnelle qui va permettre de traiter le cas des affectations recherche, mais également tout autre type d'arborescence et d'organisation qui serait en parallèle ou différent des affectations structurelles de base. D'accord. Autre question, peut-on faire des opérations collectives en cas de changement des grilles, type PPCR? Alors, cette demande, elle a été enregistrée, des clients nous l'ont fait depuis pas mal de temps, donc elle est dans notre backlog, pour prendre le terme informatique. C'est prévu pour un futur développement, mais pour l'instant, pas encore planifié. Ok. Autre question, a-t-on une alerte pour les temps partiels qui prennent fin? Et quel impact si le gestionnaire ne fait rien? Alors, est-ce que l'agent continue à être payé à temps partiel ou bien est-il repayé à 100%? Mais pour cela, il faudrait un arrêté le remettant à 100%. Quelle est la réponse pour ça? Alors, la réponse est qu'il n'y a pas d'alerte et que si rien n'est effectué par l'établissement, l'agent continuera à être payé à temps partiel. D'accord. Est-ce que le calcul de l'indemnité de vie chère est automatique? Alors, deux cas. Le cas général, l'information est à saisir dans la partie dossier PES, carte 02, indemnité forfaitaire. Et puis, il y a le cas du congé bonifié, où l'indemnité est déclenchée automatiquement, alors selon la durée du congé, les informations qui ont été saisies dans la zone qui est dédiée à cette notion de congé statutaire. Très bien. Continuons, encore quelques questions. Lors de la saisie de congé maladie dépassant 90 jours sur une année glissante, existe-t-il une alerte pour la rémunération de l'agent devant passer à 50? Alors, il n'y a pas d'alerte, mais le calcul se fait. Donc, en l'occurrence, il est automatique en fonction de l'information disponible. Donc, il y a en fait dans l'application un compteur de droits. Dans ce cas-là, c'est un cas qu'on montre assez souvent en démo sur ce passage à demi-traitement en fonction des événements qui sont intervenus sur les 12 mois glissants précédant le moment où on se trouve. Existe-t-il ce sera notre dernière question pour cette thématique, existe-t-il une case de réactivation pour un acompte? Non, il faut ressaisir l'acompte pour le deuxième mois dans, évidemment, le respect des règles relatives à ces acomptes. D'accord. Merci Patrice pour toutes ces réponses que tu nous as apportées. Je vais juste faire une petite bascule sur la suite. Alors, je vais revenir là. Et je vais passer sur la partie, oui, je vois qu'il nous reste une demi-heure. Reprise de données manuelles des vacataires. Donc, on va voir un cas de prise en charge administrative pour un personnel civil pour laquelle nous allons enregistrer un contrat sur une période d'1 an, payé à l'acte ou à la tâche. Donc, c'est un chargé d'enseignement avec paiement de ses vacations en heures complémentaires fiscalisées. Donc, on va prendre le dossier de M. Granier. Alors, on crée le dossier administratif.
toujours notre formulaire de renseignement avec des informations prérequises pour choisir les bonnes étapes à renseigner pour ce contexte d'agent. Donc, statut externe, type de période administrative vacataire. Je mets une référence de contrat. Alors, renseignements sur le contrat, le motif de recrutement avec le décret. Voilà, donc statut fonction publique titulaire, l'autorisation de cumul d'heures, 10. Donc, j'ai activé rémunération brute mensuelle supérieure au plafond de la sécurité sociale. Je vais préciser l'employeur principal. Donc là, on est sur des champs obligatoires. Là, facultatif. Ah, la fameuse Madame Michu. Finalement, je ne sais pas si elle existe. DRH. Voilà, on met son adresse. Allez, on fait un effort, on saisit même nos champs facultatifs, ça peut servir. On continue. Attention, donc on a un message. Pour la prise en charge d'un agent de ce statut, les pièces justificatives suivantes sont requises. Une attestation d'activité, une autorisation de cumul d'activité. Donc on vous demande de confirmer si le dossier est complet. Donc voilà, c'est un petit cadrage de la saisie pour le gestionnaire. Donc bien l'alerter. Nous, on va confirmer. Donc, on revoit affectation. Local. Avec ma quotité en pourcentage. Voilà, donc j'ai mon récapitulatif avec toutes mes informations. Je peux faire un petit coup de zoom exceptionnellement pour voir un petit peu ce qu'on y trouve. Voilà, donc vos informations générales, tous les éléments du contrat, donc pour bien vérifier si on a nos informations et puis on a nos affectations. Comme je le disais tout à l'heure, possibilité de cliquer sur le bouton retour si jamais on a fait une petite erreur de saisie ou un oubli. Voilà, donc mon dossier avec ma synthèse. Donc la prise en charge financière. Donc on va créer le dossier de paye. Donc vous connaissez maintenant le processus. Si tu as des remarques, Lilian, sur la partie paye, tu n'hésites pas par rapport aux questions qui pourraient éventuellement être posées. Donc voilà, j'ai choisi mon code correspondant, j'ai un rappel de mes infos perso. Je passe sur la rémunération, donc avec la carte 2 pour les profils, le profil de cotisation. La fin de situation qui est précisée. Donc, pas de remarque, on continue et je termine l'enregistrement. Donc, je vais soumettre le dossier.
comme d'habitude. Avec mes cartes, prêt à l'envoi. Voilà. Et je vais maintenant saisir donc, la rémunération des vacations avec l'enregistrement d'une demande pour le paiement des heures donc, complémentaires fiscalisées. Donc c'est parti, je retourne dans le dossier administratif. Je vais dans mon menu latéral gauche, je vais sur gestion des vacations. Voilà, donc ma situation actuelle telle qu'elle se présente. Donc je retrouve toujours mes onglets historiques suivis des demandes pour ma gestion au quotidien. Je clique sur nouvelle demande et c'est parti pour 3 étapes. Donc j'indique le motif de la vacation. C'est pour un cours de criminologie. Et j'ai mon type, voilà, donc je suis en heures complémentaires fiscalisées. Un nombre d'heures effectuées de 10 heures avec un taux horaire à 41,41 €. J'ai mon montant versé qui est calculé et mon bouton génération geste qui est à oui, donc ce qui fait que j'ai mon étape qui arrive avec ma carte 20, avec le montant précalculé. Toujours pareil, attention, le montant unitaire en centimes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette façon de présenter les éléments chiffrés. Donc, mon récapitulatif, tout me convient, je termine. Voilà, alors, comme on l'a dit, hein, on fait nos 2 étapes de validation. Voilà, je suis au statut prêt et je vais faire un petit tour dans mon dossier de paye par acquis de conscience pour faire mes vérifications. Voilà, mes indemnités sont là. Et voici à nouveau ma carte telle qu'elle est présentée côté dossier de paye avec mon mode de calcul et mon montant en centimes. Voilà sur cette saisie de vacations. Alors là, je vais passer, il me reste encore quelques points à voir. Donc là, je vais passer sur un cas d'un agent externe donc, qui arrive dans votre établissement en tant que vacataire et pour lequel vous payez des vacations sur l'année de septembre à juin. Ce sera un personnel civil qui est payé à la tâche avec un statut de salarié du secteur privé. Donc, voyons un peu comment ça se passe. Donc maintenant, on connaît bien la manipulation. On va créer son dossier administratif. Voilà, donc son motif de recrutement, je renseigne. On suit ce qui nous est demandé. Donc, on est sur 20 heures. Je renseigne donc l'établissement de son employeur, l'établissement de l'employeur principal. Voilà, CGC Gap. Donc là, j'ai à nouveau un message qui m'alerte pour la prise en charge d'un agent de ce statut. Il faut des pièces justificatives, donc il nous faut la pièce attestation d'activité. Donc, il faut confirmer si on a bien tous les éléments au dossier. Donc, on les a, on confirme. Donc là, je fais l'étape affectation. Et j'enregistre mon récap.
Voilà, avec ma synthèse. Donc, voyons la prise en charge financière, hein, donc le dossier de paye. Donc, on crée un profil de rémunération vacataire de service. Faites très attention, on contrôle toujours le RIB. Une fois encore, si on l'assise, pas obligé d'aller le voir. Voilà. Donc, toujours le code correspondant. Donc, j'en cède la partie poste. Alors, sur la rémunération, donc, on retrouve dans la carte 02 donc, le profil de cotisation qui est à droite. Donc, en fait, les informations correspondent aux données d'un agent qui aura un salaire en dehors de votre établissement et qui est inférieur au plafond de la sécurité sociale. Donc, je continue. J'ai mon récap, je suis d'accord, je termine, j'enregistre en base de données. Voilà, donc dès qu'on a rempli ce genre de dossier, on voit qu'en ergonomie fonctionnelle, on est quand même sur des choses qui sont très structurées et cadrées. Le workflow nous porte entre des champs obligatoires et des champs facultatifs. Finalement, on retrouve les mêmes principes, et heureusement d'ailleurs, les mêmes principes ergonomiques, hein, quels que soient les profils d'agents, etc. Voilà. Et en haut, on a toujours un petit message vert quand tout va bien et rouge quand il y a une erreur, ce qui peut parfois arriver. Donc là, on va créer une demande de paiement de vacation donc avec la production d'une carte 20. Alors, c'est parti. Toujours pour Monsieur Charmant. Donc, une nouvelle demande. Toujours le fameux bouton. Le mois, le motif de vacation. Continue. On a notre carte 20 qui est produite ici. Et je termine. Voilà, midi moins 10. Peut-être qu'on a pris un petit peu de retard. Je ne sais pas, on va vérifier. Est-ce qu'on a encore quelques questions à vous répondre? Voilà, et puis on va aller vérifier dans le dossier de paye nos éléments par acquis de conscience. Voilà, je vois ma carte. Bien, on va terminer. Voilà, on arrive à la fin. Alors, on a encore quelques questions à vous répondre. J'espère qu'on arrivera à bien tenir dans l'horaire. Donc là, cette fois-ci, on va répondre à des questions plutôt d'ordre métier. Lilian, je vais te faire intervenir pour nous donner des réponses. Tu es là, tout va bien. Et on démarre pour une première question. Dans WinPay, nous avons une liste des corps grades réduite à ceux utilisés par l'établissement. Dans WinPay plus RH, avons-nous la totalité des corps grades de la fonction publique? Alors, dans WinPay plus RH, on a effectivement la totalité des corps grades de la fonction publique d'État. Par défaut, ils sont tous visibles, mais il y a des filtres qui sont disponibles pour les filtrer par type de personnel. Alors, dans les phases projet, afin de faciliter la saisie, ce qui est recommandé dans les phases projet, c'est de justement vérifier que dans les grades sont bien associés à un type de personnel pour que vous puissiez les récupérer plus facilement. Donc, il y aura une partie qui sera déjà préinitialisée, mais en tout cas, je vous recommande, pour ceux qui sont en phase projet, de voir avec vos chefs de projet pour lister vraiment tous les grades de votre établissement et vérifier qu'il n'en manque pas. Est-ce qu'un dossier administratif peut être lié à plusieurs dossiers de paye?
Alors oui, on a pensé effectivement l'application pour le cas par exemple d'un titulaire sur budget État et qui a une prime sur budget propre. Donc notamment pour les établissements qui ne sont pas RCE. Donc dans ce cas-là, on peut, avec un dossier administratif, verser l'indemnité sur un autre dossier de paye, sur le budget propre notamment. Alors il y a également un autre cas, notamment pour les congés de formation professionnelle, où pendant le versement de ce congé de formation professionnelle, il est nécessaire de créer un deuxième dossier de paye sur lequel on va effectuer cette rémunération. Dans WinPay, un agent peut avoir plusieurs prises en charge actives. Exemple, un vacataire payé après service fait qui devient contractuel peut avoir 2 payes le même mois. Qu'en est-il dans notre application WinPay plus RH? Alors, il n'y aura pas de problème à ça, puisque les contraintes, les contraintes qui existent, en tout cas dans WinPay plus RH, c'est plutôt l'impossibilité sur une même période d'avoir plusieurs dossiers de même type. Donc, on peut très bien imaginer un dossier de titulaire, enfin, pardon, de vacataire et de contractuel qui peuvent cohabiter sur le même mois sans aucun problème. OK. Autre question, pour les RIB, coordonnées bancaires, il y a une saisie possible de la devise à partir d'une liste dans l'application. La DRFIP n'accepte que les virements en euros. Peut-on bloquer la devise sur euros? Alors aujourd'hui, il n'y a qu'une seule valeur dans ce référentiel, donc c'est la seule valeur sélectionnable. A priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres valeurs en paye à façon. Donc ce sera la seule valeur disponible dans la saisie d'un RIB. Ouais, finalement, c'est bloqué par défaut, du fait qu'il n'y ait qu'une valeur, quoi. Exactement. Pourriez-vous expliciter plusieurs dossiers administratifs par agent? Alors, un dossier administratif, c'est les données en tout cas par statut, c'est si on prend un titulaire, c'est toutes les informations qui vont composer son dossier de titulaire. Donc, on va avoir notamment les informations de position, de modalité de service et des choses qui sont assez récurrentes comme les affectations et les occupations. Donc, ça, c'est pour le titulaire. Sur un contractuel, on aura des informations légèrement différentes puisqu'on aura toutes les données, tous les contrats du contractuel et pour le vacataire, les données qui sont liées au vacataire. Donc ça, c'est les types de dossiers administratifs et comme ça a été évoqué, on peut avoir plusieurs dossiers administratifs, mais de types différents. Autre question. Où peut-on indiquer l'ancienneté conservée? Alors, dans l'application, lorsque vous faites une prise en charge d'un dossier administratif, on peut saisir les reliquats d'ancienneté. On peut également la saisir lorsqu'on fait lors de la saisie de certains mouvements de carrière, par exemple, lorsque on fait un changement de grade, par exemple, on peut à ce moment-là saisir ce reliquat d'ancienneté. Peut-on paramétrer le code pour la DGFIP étant donné que ça sera toujours le même pour notre université? Alors, ce paramétrage-là, il est effectué dès le départ lorsque l'application est livrée. Donc, c'est dans le guide des premiers paramétrages. Alors après, je ne sais pas de quel code on parle, mais notamment le code correspondant et le code ministère sont des valeurs à renseigner dès le départ avant de commencer toute opération de paye. Une fois que WinPay plus RH sera installé, est-ce que les remontées CIR se feront via ce SIRH qui reprendra le relais? Alors effectivement, si votre établissement effectue déjà des remontées CIR, donc WinPay plus RH prendra le relais sur ces remontées. Alors si l'établissement ne le fait pas, évidemment, ça ne changera rien pour vous, puisqu'on a déjà évoqué un peu ce sujet sur les saisies des services antérieurs notamment, et c'est notamment ces données-là qui vont remonter. Donc, si vous n'avez pas la charge, il y a peu d'intérêt à ce que vous saisissiez les services antérieurs dans WinPay plus RH. Autre question. Pour un agent à temps partiel, devons-nous saisir le montant réel versé à l'agent proratisé ou bien devons-nous saisir le montant attribué à la catégorie de l'agent? Et dans ce cas, est-ce que WinPay plus RH calcule le prorata?
Alors, ça a été montré d'ailleurs tout à l'heure, puisque, enfin, en tout cas pour le contractuel au forfait, puisque là c'est la deuxième partie de la réponse, qui sans vraisemblablement et pas juste. Mais pour un titulaire ou un contractuel indicé, c'est l'indice qui fait foi, et lorsque on parle d'indice, la DGFiP va effectuer les proratisations. C'est le cas uniquement dans ce cas-là. Évidemment, dans le cadre de primes, il faudra faire l'opération en revanche manuellement. Autre question, dans les modalités de service, est-il possible de saisir un temps partiel pour une durée supérieure à 1 an? Alors pour la saisie des temps partiels, l'application fait en sorte de respecter la réglementation. Et donc, il ne sera pas possible de saisir une durée supérieure à 1 an. En revanche, il faudra, on va dire, opérer le renouvellement dans WinPay plus RH, puisque le renouvellement reste le renouvellement tacite, pardon, reste une forme de renouvellement. Dans le module administration de l'application, on paramètre oui pour la carte 67 pour le jour de carence, ce qui automatise la création de la carte 67 pour les premiers arrêts maladie. Dans certains cas, il ne faut pas prélever le jour de carence, comme pour les ALD, la Covid, etc. Faudra-t-il donc supprimer la carte 67 créée automatiquement dans ces cas? Pour alors vous avez pu voir notamment dans les différents workflows, vous avez une étape geste. Donc dans cette étape geste, vous avez qui apparaît en fonction des typologies de saisie. Vous avez la possibilité de générer ou pas, enfin de déclencher ou non la carte qui est en relation avec le mouvement, enfin la saisie qui a été faite en GA. Pour ce qui concerne les absences Covid, donc c'est un développement qui est en cours. Pardon, j'ai dû zapper une question. Attendez, je vérifie, parce que là, j'ai fait un double clic. Voilà, pardon. Les droits initiaux à 50% congé maladie ordinaire ne sont-ils pas de 270 jours et non de 275? Effectivement, c'est ce qu'on affiche dans nos compteurs quand on suit les droits. Voilà. Alors, le compteur ici est calculé en calendaire et non pas au 30e, puisque lorsqu'on est au 30e, on est sur une base de 30 jours par mois, alors qu'ici, on est sur une base de durée, enfin un calcul qui se fait en calendaire. Et donc, les droits d'absence sont également calculés en calendaire. D'accord. Autre question. Alors, même question pour les agents contractuels avec l'exemple d'un agent dont l'ancienneté ne lui permet pas de conserver son plein traitement au bout de 30 jours d'arrêt de maladie cumulé. Si l'agent, excusez-moi, elle est un petit peu longue, si l'agent a moins de 2 ans d'ancienneté de ses services. Alors, la même réponse, hein, puisque les durées sont également gérées en calendaire. D'accord. Est-il possible de conserver en paye un plein traitement de CMO pour un agent qui serait passé à demi-traitement, et ce, dans l'attente de l'avis du comité médical? Alors, dans l'application, par défaut, lorsque un agent qui serait passé à demi-traitement est en CMO, donc il n'y a pas possibilité aujourd'hui de le laisser à plein traitement. Donc c'est lorsqu'on va requalifier l'agent en CLM que les impacts paye seront pris en compte et les rappels s'effectueront. Alors je crois que j'avais une question passée là-dessus. Et les pratiques qui semblaient pas qui semblaient être différentes en tout cas de WinPay plus RH. Merci Lilian. Je vais rebasculer sur notre webinaire et je vais me placer. Donc Patrice, c'est à toi pour conclure. Donc merci beaucoup pour votre participation. Il y a encore eu beaucoup de questions. Donc on reviendra avec plus tard sur la réponse à toutes ces questions. Même chose, on reviendra auprès de vous sur la mise en ligne de ces webinaires qui ont été enregistrés. Et on va poursuivre ce mouvement
au regard de ce succès, on va dire, rencontré de participation. Donc, nous programmons d'autres webinaires dans le courant de l'année. Alors, après l'été, à partir de maintenant. Et donc, vous serez bien sûr informés. Et nous allons vous faire parvenir à la suite de ces 3 webinaires un mini questionnaire, tout petit, pour avoir votre retour en termes de satisfaction sur le format, sur plein de choses, et vos suggestions. Donc, vous recevrez ça dans les prochains jours, de façon à ce que vous puissiez nous orienter pour la suite des événements. Je vais refaire une toute petite réponse vite fait parce que j'étais probablement incomplet dans ma réponse tout à l'heure. Il y a beaucoup, de façon générale, il y aura probablement encore beaucoup de questions sur est-ce que telle ou telle chose est automatisée dans WinPay plus RH. Alors, je n'avais donné qu'une partie de la réponse tout à l'heure. Lorsque la question est traitée, on va dire, réglementairement, on a en majorité choisi effectivement cette automatisation. Donc, le premier motif, c'est réglementaire, et un peu de la même logique, de la même façon, il y a aussi des conséquences logiques. Donc, lorsque on a une logique qui fait que on a automatisé. La limite à cela, c'est la complexité qui est induite. C'est-à-dire automatiser peut amener, dans un certain nombre de cas, ou amènerait la nécessité de compléter pour pouvoir automatiser par plusieurs champs qui seraient à saisir, ou avoir des paramétrages supplémentaires. C'est là qu'il y a des arbitrages entre le gain, le bénéfice d'avoir automatisé quelque chose, mais qui se ferait au prix de plusieurs saisies supplémentaires à faire de façon systématique. D'où, à certains endroits, une automatisation qui n'a pas été faite parce qu'on a estimé que, in fine, le bilan était meilleur d'un point de vue de la quantité de données à saisir et ne pas alourdir de l'autre côté. Voilà. Donc, petite parenthèse fermée, mais ça, c'est pas spécifique au SIRH, c'est dans l'informatique, à un moment, c'est binaire, vous le savez, donc oui, non, et lorsqu'on a des cas de figure qui sont multiples, beaucoup plus compliqué d'automatiser, ça demande des champs supplémentaires, et après, c'est perçu comme une lourdeur. Donc, voilà, on pourra répondre à des questions précises sur des fonctionnalités précises et vous dire pourquoi ça a été automatisé là et pas ailleurs. Voilà, j'en termine vite fait. Il est 12h01. Lilian nous fait une petite conclusion pour la suite. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Et puis, merci à l'équipe CEGAP qui a préparé ce séminaire, ce petit webinaire, et notamment Christophe, Lilian et Gwendalis qui l'ont animé. Alors, du coup, je renouvelle mes remerciements. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Un grand merci aussi à Christophe qui a passé pas mal de temps aussi sur la préparation de ces webinaires. Et je suis assez déçu de pas avoir pu assister aux 2 premiers, mais qui seront disponibles. Tu auras le replay. Vous aurez voilà, exactement. Donc, donc, vous aurez également les replays, bien sûr, sur ces webinaires-là, ainsi que le 3e auquel vous assistez à présent. Donc, pour un petit point sur les questions, donc puisqu'il y a eu énormément de questions, donc les réponses elles seront réalisées par écrit. N'hésitez pas également à solliciter vos chefs de projet pour que ceux qui sont en projet, ou vos commerciaux pour ceux qui sont en relation avec les commerciaux sur une RH, si vous voulez également des compléments de réponse. Et puis quelques mots sur un petit résumé sur ce qui s'est passé sur ces webinaires, puisqu'on est sur la reprise de données manuelles et de l'activation de cette paye. L'objectif, c'était vraiment de vous présenter un petit peu, alors peu importe la méthode par laquelle on va faire la reprise, mais c'est bien de le voir à travers les écrans, justement de quelles données vous allez avoir besoin en reprise pour partir en production. Donc, c'était vraiment ça l'objectif, et également que vous le voyez à travers ces saisies. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée, et puis à bientôt pour un prochain webinaire.